Connaît pour vos travaux sur l'histoire de l'éducation et de la prévention spécialisée, plus largement sur l'histoire de l'éducation populaire. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est plus pour nous parler de l'historique du réseau Information Jeunesse. Et on vous retrouvera en fin de journée pour la conclusion de nos travaux. Merci. Merci. Bon, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois qu'on est nombreux et ça fait plaisir. Alors écoutez, figurez-vous que le titre de mon intervention qui figure dans le programme, on me l'a, si je peux dire très gentiment, attribué d'office. Et en fait, il faut que je vous dise que ce titre ne me convient pas trop. Alors, vous me direz, c'est une drôle de façon de commencer, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. On m'avait mis « historique du réseau ». Voilà ce que je suis censée vous faire aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir sur les deux termes. Historique. Ce n'est pas un terme que j'aime beaucoup. Je suis moi-même historienne. Mon métier, c'est d'être chercheur en histoire. Mais historique, c'est un peu différent. Ça fait un peu château, vous voyez, ça fait un peu monument historique. Et ce n'est pas tellement ça qui nous représente aujourd'hui, je crois. Et il me semble que ce qu'on peut essayer de faire ensemble, car pour moi, si je fais de l'histoire, si c'est mon métier, c'est une histoire que je souhaite partager, que les gens se l'approprient. Si on fait de l'histoire, ce n'est pas seulement donner une succession de dates, ce que je pourrais entendre dans le terme historique, mais beaucoup plus de faire l'histoire, c'est-à-dire apporter des analyses de faits, discuter des interprétations des faits, car on n'a pas forcément les mêmes, et avoir une problématique, comme dans toute recherche. Maintenant, le mot réseau. Alors, je sais qu'il vous représente beaucoup, ce mot réseau. Maintenant, est-ce qu'il est valide dès le début de votre histoire ? Et ça va être un peu le centre, ça, de mon intervention, car figurez-vous que je vais surtout vous parler, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, du tout début de l'IJ, que je situe au début des années 60. Voilà, très exactement en 1961. Je vais m'expliquer après, de la précision de cette date. Alors, à l'époque, je dois reconnaître, et j'ai fait la vérification dans les archives, que le terme de réseau est encore très peu utilisé. Bon, car dans ces premières années, il s'agit surtout d'actions dispersées et je n'ai pas l'impression qu'il y ait une conscience collective d'appartenir à un réseau. Je dirais pas encore. Alors ce matin, pour me chauffer un peu, j'ai ouvert un dictionnaire. Je le fais souvent finalement, je trouve que ça rénove la pensée. Alors je vous propose le Robert 2005, c'est celui qu'il y avait chez moi, et j'ai regardé au terme de réseau. Alors j'ai trouvé que c'était un mot qui a ses origines au XIIIe siècle, qui vient du mot rézel, qui veut dire filet. Donc la première définition de réseau, c'est tissu à mailles très large. C'est pas inintéressant, ça. Il y a une deuxième définition. Ensemble de lignes, de bandes, de formes géométriques. Et là, on donne une phrase d'un auteur littéraire, Rob Grillet, qui avait écrit un jour « L'inextricable réseau de sentiers qui sillonnait en tous sens les ajoncs de la falaise. » Bon, vous voyez, ça peut vous faire vagabonder à cette veille de vacances, peut-être, d'été en tout cas. Il y a une autre définition, c'est le réseau routier. Alors là, que dit le dictionnaire ? Ensemble des lignes, des voies de communication, des conducteurs électriques, qui desservent une même unité géographique, dépendant de la même compagnie. De la même compagnie. Là, on aurait quelque chose de l'ordre identitaire. Et puis, dernière définition qui m'a pas mal amusée et que je vais réutiliser tout à l'heure, répartition des éléments d'une organisation en différents points. Et là, le Robert donne une petite phrase, elle est de Victor Hugo. Et il disait « Le réseau des sociétés secrètes commençait à s'étendre dans tout le pays. » Alors, de là à dire que vous êtes une société secrète, il n'y a qu'un pas. Et que je vais peut-être franchir. Disons que, comme mon temps est compté, je vais aller à l'essentiel, je vais essayer, là, tout de suite, de vous faire entrer, partager le petit peu d'histoire que je connais de ce monde fabuleux de l'IJ. Et j'ai envie vraiment de dire le monde fabuleux de l'IJ. Pourquoi ? Pourquoi je pense que c'est un monde fabuleux ? Il me semble que dans toutes ces connexions que vous représentez, il y a une idée un peu magique. Et s'il fallait donner une image, une cartographie
donc le côté géographique, et une cartographie historique et politique de l'état de votre réseau. Évidemment, moi, comme historienne, je diffuserai ça en période. Et je verrai alors, et je ne suis pas toute seule à le faire parce que je vous expliquerai tout à l'heure, c'est des idées qu'on a eues là, avec un petit collectif de recherche, on verrait des petits points qui s'allument à certaines périodes, d'autres qui s'éteignent, d'autres encore qui avaient disparu et qui réapparaissent. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends par le côté magique. Alors, est-ce que c'est des sociétés secrètes? Je ne pense pas, mais reconnaissons quand même que le réseau, je pense, a une vie interne, intérieure, forte, vous en êtes aujourd'hui la preuve, mais à l'extérieur, moi je trouve qu'il y a un certain manque de visibilité. Et je pense que là où, monsieur, vous avez poussé dans une conviction profonde qui est la vôtre, c'est peut-être sur un effort de visibilité aussi qu'il va falloir faire, qu'il faut faire, et peut-être l'histoire peut y contribuer. Car je trouve que ce qui caractérise votre réseau au singulier, ou vos réseaux, car moi je serais plus à l'aise dans le pluriel que dans le singulier. Ça m'ennuie qu'il n'y ait qu'un réseau. Je ne pense pas qu'il n'y a qu'un réseau. Il y a des réseaux avec des identités différentes. Et il faudrait essayer de dépasser cette habitude de discrétion qui, à mon avis, caractérise en tout cas une partie de l'histoire, la vôtre, et aussi un manque de mémoire. Alors je suis très honorée qu'on ait permis que j'introduise cette journée, car c'est effectivement un peu de mémoire que je vais vous apporter, mais il faudrait que cette mémoire, on puisse se l'approprier tous ensemble, et qu'elle puisse désormais compter dans votre sentiment d'appartenance. Voilà, et je trouve que ça manque encore un peu, de mon point de vue. Voilà. Alors, en négociant le titre avec les organisateurs, organisatrices de la journée, j'en avais proposé un autre. Alors, il n'est pas sur le programme, mais je vous le donne. Voilà comment j'aurais intitulé mon intervention. L'information jeunesse, : une politique, je le dis bien une politique, et j'assume ce mot, en direction des inorganisés, qui démarre en 1961. Alors, bien sûr, je vais m'expliquer sur les termes. Déjà, l'idée d'inorganisé. Alors, j'ai l'impression que selon les générations que vous représentez, et là, nous avons la chance d'avoir plusieurs générations, et il y a beaucoup de jeunes dans la salle, je ne suis pas sûre que ce mot résonne pour tout le monde. Pour certains, je pense que oui. Je vois des petits sourires déjà. Figurez-vous que le terme d'inorganisé, c'est une catégorie. On vient de parler des DJS, de la jeunesse et sport. Eh bien, c'est une catégorie qui, dans ce ministère, joue le rôle un peu d'appellation institutionnelle et qui a été fortement utilisée dans ces milieux jeunesse et sport. Elle désigne un certain public, j'aime pas trop le mot public, mais on va le prendre pour l'instant, de jeunes qui auraient des besoins particuliers, mais qui se présentent auprès des institutions d'une manière isolée, qui ne font pas a priori partie d'un collectif. Alors, cette catégorie des inorganisés s'oppose à deux autres catégories, qui elles aussi ont été couramment utilisées à jeunesse et sport, et là depuis les années 50, très tôt. Et je vous donne les trois catégories parce que je ne me lasse pas de les donner, car je les trouve assez merveilleuses quant à la conception d'un ministère sur lui-même. On distingue en effet, donc début des années 50, les jeunes organisés. Oh là, tout va bien. Alors, quels sont les jeunes organisés ? C'est ceux qui adhèrent, qui prennent une carte à une association déclarée, à un mouvement de jeunesse. Donc, d'une certaine façon, c'est les bons jeunes. C'est-à-dire ceux qui sont inscrits, qui ont fait le choix d'aller vers tel ou tel mouvement, sur lesquels on peut compter, c'est un peu l'élite, d'une certaine façon, de la société, et qui vont être là pour assurer la succession des générations futures, qui sont un peu les héritiers des cadres. Vous savez, avant on parlait des cadres de jeunesse, d'éducation populaire. Voilà, ça c'est les jeunes organisés. Nous avons ensuite une deuxième catégorie, c'est les jeunes inorganisés, mais organisables. Alors là, déjà, on a tout un horizon qui s'ouvre, un espoir du rôle que le ministère se donne à lui-même. Et donc, ces jeunes qui sont pas très loin de, je sais pas moi, des maisons de jeunes, des groupes sportifs, des auberges de jeunesse, mais qui n'ont pas vraiment choisi une adhésion, mais quelquefois, ils vont quand même prendre leur carte parce qu'ils en ont besoin pour accéder à tel ou tel service. Bref, c'est encore un horizon raisonnable.
Et ils s'inscrivent de fait dans une politique, je dirais, de participation, hein, parce qu'on peut les toucher, ils sont là, ils sont perceptibles. Et puis alors, il y a une troisième catégorie qui, elle, est beaucoup plus grave, si vous me permettez. C'est les jeunes inorganisés et inorganisables. Aïe, aïe, aïe. Alors là, évidemment, ça ne rend pas optimiste, car on comprend avec ces deux négations que le ministère ne se sent finalement pas très concerné par ces jeunes. Et il est vrai que, par exemple, on parlait tout à l'heure de la prévention spécialisée, si on prend l'époque des blousons noirs, qui, vous savez, a laissé beaucoup de traces encore dans notre société, 1959, les bandes de jeunes, la société qui prend peur de sa jeunesse, eh bien, très typiquement, les blousons noirs font partie des inorganisables. Et là, le ministère a un peu participé, car on oublie toujours que Maurice Herzog, vous savez, qui était haut commissaire à la jeunesse et sport, nommé par De Gaulle en 1958, a été le premier des représentants ministériels qui a subventionné les clubs et équipes de prévention. Donc on avait là quand même un souci, mais remarquons quand même, surtout aujourd'hui, que ce type de jeunes est plutôt référé à d'autres ministères, comme la justice ou comme les affaires sociales, ou même comme le ministère de l'Intérieur. Voilà. Alors, voilà, hein, pour le triptyque qui classe un peu la représentation du ministère sur lui-même. Revenons donc aux inorganisés, qu'on peut appeler aussi à certains moments les jeunes isolés. D'ailleurs, vous avez presque dit ce mot, monsieur, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dirais qu'au début des années 60, et je vais revenir plus précisément sur cette période, on est dans un bouleversement social. Vous parliez de tournant, je crois que là aussi, à ce moment-là, on est dans un tournant. Un tournant social, politique, je vous rappelle que c'est la guerre d'Algérie, les jeunes sont directement touchés, mais c'est aussi le début du logement social, le début du développement des banlieues, 59, 60, 61. En même temps, on est en période de croissance. Je vous rappelle le bon temps où, dans les ménages, le budget familial, à l'époque, est toujours en augmentation d'une année sur l'autre. À l'époque aussi, on peut espérer, quand on est dans un statut social à 20 ans, progresser dans son statut social par le boulot et monter dans l'échelle sociale. C'est encore possible, on a un petit peu oublié aujourd'hui, mais à l'époque c'était possible. Donc, on est dans une période aussi où les jeunes commencent fortement, quantitativement à arriver sur la scène, puisque c'est le moment où les jeunes du baby-boom, ça c'est au niveau démographique très important, qui démarre, vous savez, en 43, mais surtout à partir de 46, augmentation forte des naissances, commencent à sortir du bois au sens où ils sont des adolescents. Et on avait voulu les ignorer, on se disait « il va falloir y penser ». On n'avait pas pensé à grand-chose. Et l'accueil aux jeunes, on ne l'avait pas fait. Et quand on arrive début des années 60, on se dit « ah mon Dieu, mais notre société a des jeunes, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose et qu'on s'en préoccupe ». Voilà. Alors il y a comme ça une prise de conscience qui se fait, mais en même temps, on a à cette époque-là, début années 60, une conscience un peu qu'on est dans une civilisation qui se transforme. On parle à l'époque des temps modernes, avec une majuscule à temps, avec une majuscule à moderne. Voyez ? Et évidemment, les milieux de jeunesse et sport, de jeunesse et d'éducation populaire sont en première ligne pour essayer de comprendre cette jeunesse et essayer de saisir ces nouveaux besoins dans un monde qui bouge. Et c'est pour cela que, de plus en plus, alors qu'on les avait un petit peu ignorés, on va de plus en plus s'occuper de ces jeunes isolés, dits inorganisés. Et même, on va commencer à concevoir des politiques pour eux. Alors, je vous ai cité Maurice Herzog tout à l'heure. Effectivement, c'est le premier des représentants ministériels qui va vraiment s'attacher à lancer des choses en direction de ces jeunes, mais c'est encore timide. Et finalement, le ministre qui va succéder à Herzog, qui s'appelle François Missoff, qui est le père de Françoise de Panafieux, pour ceux qui connaissent, dans le 17e arrondissement, eh bien, François Missoff succède à Herzog en 67, et lui va porter beaucoup cette idée de politique vers les jeunes isolés. Mais malheureusement pour François Missoff, ça ne se passe pas bien. Parce qu'autant Herzog est le ministre bien aimé parmi tous les ministres jeunesse et sport, celui qu'on préfère, autant Missoff, c'est celui qu'on haït le plus. Bon, voilà. Alors du coup, ça commençait mal, parce que le réseau IJ va se retrouver impliqué dans des politiques naissantes vis-à-vis des jeunes isolés, mais à travers un ministre qui n'a pas laissé beaucoup d'images positives dans la légende, on va dire, la légende jeunesse et sport. Alors, on trouve quand même ces embryons de politique au niveau notamment d'usage d'équipements.
Hein, les équipements là ne nécessitent plus forcément une adhésion à une association, mais plutôt des équipements qui doivent vivre, se remplir, à travers notamment la leçon de loisir, qui commence à être fortement investie à l'époque, elle n'était pas beaucoup avant, à travers les sports aussi, qui sont une forme de loisir, à travers les 1000 clubs. Alors là, bon, vous vous rappelez peut-être de ces structures légères, hein, qui pouvaient se mettre un peu partout, qu'en principe les jeunes d'eux-mêmes pouvaient monter entre eux, il n'y avait pas besoin d'adultes pour monter un 1000 clubs, et qui peut-être voulaient un petit peu concurrencer les maisons de jeunes et de la culture, ça d'ailleurs c'est sûr, mais qui en même temps voulaient un petit peu laisser place à la participation des jeunes et à leurs besoins immédiats, hein, puisqu'un 1000 clubs, par définition, c'est léger, c'est souple, et ça peut se déplacer. Bien. On a fait d'ailleurs un séminaire là-dessus il y a peu de temps au comité d'histoire jeunesse et sport qui était très intéressant. Bien, voilà. Alors, vous voyez, on est dans cette période où, entre les organisés et les inorganisés, se dessinent finalement, et c'est le tout début, des politiques différentes. Alors maintenant, je voudrais revenir sur la perception de ces termes, hein, qui, à mon avis, se jouent encore un peu aujourd'hui. Il y a toujours eu, quand on parle de politique jeunesse, l'idée que un inorganisé, c'est pas bon, c'est un peu dangereux. Alors pourquoi? Parce que, il me semble que depuis la libération, c'est le premier moment où se dessine une politique qui va donner des subventions aux mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Alors c'est une direction ministérielle qui est créée par Jean Guéhenno en 13 décembre 1944. Donc vous voyez, voilà les prémices. Aujourd'hui, on connaît toutes les autres choses qui se passent autour de nous, mais c'était là la première fois. Et là, on va sélectionner, si je peux dire, un certain nombre de mouvements. On va leur demander d'avoir un agrément, hein, qui est donc quelque chose de juridiquement qui va s'ajouter à leur statut de loi 1901. Et ils vont pouvoir espérer toucher de subventions, ce qu'on appelle le titre 4. Voilà. Alors, autour de cette présence des mouvements de jeunesse d'éducation populaire, on va essayer de faire une politique jeunesse, mais dans une espèce de démocratie représentative, si je peux me permettre ce terme, puisque les mouvements de jeunesse vont dire qu'ils représentent tous les jeunes. Quand on fait le compte des adhésions réelles dans ces mouvements, il y a très peu de jeunes. On est à peine à un 7e des jeunes, encore qu'il est très difficile de compter les adhérents des mouvements. Mais ça ne fait rien. Les mouvements s'auto-légitiment tout seuls en disant « nous sommes le porte-parole de toute la jeunesse, nous connaissons leurs besoins » et ils vont exercer une présence très forte dans toutes les commissions jeunesse qui vont se créer dans les années 60 et qui réfléchissent sur la jeunesse. Voilà. Alors, on a toujours été dans ce jeu et les mouvements, là-dedans, ont eu un rôle important. Alors, on s'est habitué à s'appuyer sur eux. Et en fait, ça arrangeait bien tout le monde. Parce qu'on disait, ces mouvements, finalement, combien sont-ils? Une quarantaine, aujourd'hui c'est à peu près 70, 80, ce qu'on appelle les grandes fédérations nationales. On était rassurés parce qu'on disait, ils représentent à peu près tous les courants de pensée. Donc il y avait l'idée d'un pluralisme. Et ça avait un aspect humaniste, démocratique. Et donc, on peut passer par eux. Et pourquoi? Car ça va éviter que l'État s'adresse directement aux jeunes. Alors là, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais c'est ça, à mon avis, qui crée une espèce de rupture épistémologique qui peut-être peut expliquer que votre histoire n'est pas encore suffisamment émergée. Car, dans ces années-là, années 50, 60, mener des actions directes vers les jeunes, c'est très mal perçu. Parce que l'État ne veut pas s'arroger le droit de s'adresser directement aux jeunes. L'État, là, est méfiant. Pourquoi est-il méfiant? Oh, c'est simple. La période de Vichy n'est pas encore très loin dans les esprits. Elle a traumatisé, je dirais, les milieux jeunesse et sport. Et l'État ne voudrait surtout pas se faire accuser d'embrigadement et même de fascisation de la jeunesse. Le seul moyen d'éviter ça, c'est de passer par les mouvements et de faire, je dirais, une politique indirecte. Alors, vous voyez comment on peut développer les choses. C'est que, évidemment, quand on va essayer d'oublier ça et commencer à construire une politique vers les isolés, les inorganisés, ça ne va pas être si simple que ça à imposer. Et je dirais même, d'abord, dans les rangs de la jeunesse et sport, qui, au fond d'elle, n'y est pas très favorable. Alors, voilà, je vous donne ces quelques clés. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en débattre. Je regarde le temps. J'ai commencé à moins 5, donc ça va. J'ai encore... oui, monsieur, c'est vous qui... C'est terminé. Ah ben... Parce que j'ai commencé à moins 5, hein, donc il y a un petit décalage. Je vais le négocier.
Donc je continue, oui, ça va? D'accord. Alors maintenant, je voudrais essayer de vous dire ce qui se passe dans l'année précise que je vous ai annoncée, 1961. 3 choses. La première, l'existence, dans l'entourage de Maurice Herzog, d'une commission jeunesse-information. Bon, je vais y revenir de suite, c'est à comprendre dans le contexte des commissions de travail du Haut Comité de la jeunesse. Ça, c'est le premier événement. Deuxième événement, et là, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance déjà, la création des points H. Alors, est-ce que vous connaissez les points H? H comme hospitalité. Voilà, vous allez voir, à mon avis, c'est directe filiation avec ce que vous représentez aujourd'hui. Et troisième événement, création du BIGE. BIGE, pas le pige, les piges, le BIGE avec un B. J'explique un peu. Donc, premier événement, jeunesse-information. Alors, on a, depuis 1955, pour justement sentir les besoins des jeunes, c'était Edgar Faure, le Premier ministre à l'époque, il avait dit on va faire une commission, enfin plus qu'une commission, un comité, haut comité consultatif, pas décisionnel, consultatif, qui va essayer de représenter tout ce qui émane de la jeunesse pour essayer de tracer des politiques. Le Haut Comité de la jeunesse est donc créé en 1955, réactivé avec Maurice Herzog et donc De Gaulle en 1958. Il comprend à peu près 80 personnes qui sont PQ, personnes qualifiées, ou personnes qui représentent des ministères, des fonctionnaires. On trouve là des enseignants, des juges des enfants, toutes sortes d'experts de la jeunesse. Et on trouve, pour représenter les jeunes, les fameux mouvements de jeunesse et d'éducation populaire patentés. Voilà. Eh bien, ce comité va agir dans plusieurs directions. Et Maurice Herzog, qui se montre très dynamique quand il arrive, essaye à l'intérieur du Haut Comité, qui est conçu d'une manière interministérielle, il est rattaché au Premier ministre, dit il faut qu'on fasse des commissions de travail précises. Donc il va en ouvrir plusieurs qui vont traiter, par exemple, du civisme des jeunes, de la commission âge de la majorité, c'est une des commissions. On parlait tout à l'heure du logement, il y aura une commission logement, il y aura une commission équipement, il y aura une commission jeunesse délinquante. On se trouve comme ça avec une douzaine de commissions, et parmi celles-ci, il y a la commission jeunesse-information. Donc vous comprenez pourquoi je pense que là, on a un acte important que je situe comme le démarrage de l'IJ. Première réunion de la commission, 26 avril 1961. Le ministre l'introduit, il y participe, il ouvre la commission. Et il dit, dans ses premiers objectifs, dans cette commission jeunesse-information, il va s'agir, je cite, de créer un organisme répondant aux besoins de la documentation jeunesse. Et il se réfère là à un colloque de Marly-le-Roi, qui à l'époque était un lieu important. Vous savez que Marly-le-Roi, maintenant, c'est en tant que lieu à Marly, c'est terminé. En tant qu'institution, ça continue. Donc, le colloque de Marly de novembre 1961 va confirmer, si vous voulez, cette idée de documentation jeunesse. Alors, dans les collaborateurs de la commission, on trouve M. Magnien, qui représente la RTF, parce qu'à l'époque, il y a une liaison assez forte avec les organismes d'information. Ce n'était pas encore l'ORTF, c'était la radio-télévision française. On trouve M. Crémieux-Briac, qui représente la documentation française. On trouve un M. Rosier du BUS. Le BUS, c'est le Bureau universitaire de statistique. Et un M. Sauveboeuf, qui représente le groupe Loisirs Jeunes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se débat dans les premières réunions? On insiste sur le besoin de renseignements et d'informations pour la jeunesse et sur la jeunesse. On dit qu'il va être nécessaire, et là c'est Joseph Rovan qui va être président de la commission qui prend cette idée en charge, il dit il va falloir lancer, je cite là encore, une démarche progressive et empirique. Alors ça m'intéresse parce que je pense que c'est encore des mots qui pourraient vous représenter. Et Joseph Rovan cite 8 sujets possibles. Que les jeunes participent à des émissions de radio et de télévision, qu'on crée un centre de documentation, qu'on ouvre un bulletin information jeunesse, qu'on crée un service SVP jeunesse, tout ça en 61, ce ne sont que des projets, qu'il y ait un journal qui s'appelle Tribune de la jeunesse, qui n'est pas encore créé, qu'on ouvre un comité local d'accueil des jeunes, qu'on réfléchisse à un guide de la jeunesse,
et qu'on concentre tous les centres des sièges sociaux des organisations de jeunesse en un même lieu administratif. Ça, c'était révolutionnaire. D'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Chaque mouvement étant indépendant et fier de l'être. Alors, bon, je n'insiste pas sur les réunions qui vont se suivre. Je dirais qu'il y en a à peu près tous les 6 mois, que l'idée de centre de documentation chemine doucement. On précise même le 23 juin 61, c'est la deuxième réunion, que ce sera un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, avec une participation des associations et des mouvements usagers. Hein, oui, c'est intéressant déjà ce souci de l'usager. Bon, après, on essaye d'évoquer les autres questions que je viens de lister. Le 24 avril 63, on est à un premier palier, je cite là toujours l'archive, de réalisation du Centre de documentation nationale de la jeunesse et de l'éducation populaire. Il faut y voir là les prémices du CIDJ, bien clairement. Mais vous voyez, ça s'appelle encore différemment. Et puis en 63, et je vais revenir, on annonce qu'il est en train de se créer un BIJ, donc un bureau d'information jeunesse. Voilà. Bon, maintenant je passe et je voudrais quand même encore vous citer en 65, vous voyez, donc ça se réunit jusqu'à cette période, un nouveau groupe de travail émerge qui va s'appeler Information économique des jeunes. C'est une chose aussi qui sont tombées un petit peu dans l'oubli des mémoires, mais voilà qui est intéressant. Bon, voilà ce qu'il en est pour la commission Jeunesse Information. Deuxième événement, l'opération .H. Alors, la date de lancement, un petit peu plus tard, c'est le 6 mai 1963 à 18h. Ah oui, c'est précis, l'histoire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à 18h, mais c'est à 19h15 qu'il y a eu une interview dans l'émission qui s'appelle 10 millions d'auditeurs et qui est menée par Jean Curlière à Radio Luxembourg. Voilà. L'idée, c'est de mettre sur pied un réseau très dense et ce seront des groupes de jeunes qui, dans les points H, vont aider d'autres jeunes en vacances qui ont besoin d'informations. Voilà la belle idée, la belle idée des points H. Alors, on comprend que va être publié, ça va être fait, un guide de l'utilisateur en 64. On comprend qu'il va y avoir des groupes, des mouvements intermédiaires. Il y aura donc plutôt des revues. On va trouver la Rallye, je ne sais pas si certains se souviennent de cette revue, Hello, qui était HE2LO, qui était une revue. On va trouver Record, Le Cri, ça c'est la revue des auberges de jeunesse, une revue aussi qui s'appelle Jeunesse tout court. Voilà. Alors, ça marche fort tout de suite, puisque dès la première année, on a 2000 points H qui surgissent grâce à cette fameuse émission de radio. En 64, c'est déjà un peu moins bien, puisque 2000 étaient prévus et seulement 1300 vont voir le jour. Alors, on est parti, et là je cite les archives, de la constatation d'une extraordinaire migration des jeunes pendant les vacances d'été. Ça, c'était perçu comme un phénomène nouveau. De jeunes isolés, pas forcément des jeunes en groupe. Et alors là, ils arrivent dans une gare, ils arrivent, ils cherchent un logement, ils ont besoin de renseignements, de contacts, eh bien on va mettre les points H dans les gares. Ces renseignements donnés aux points H sont bien sûr gratuits. Et ce qui est important et ce qui est très revendiqué par les organismes qui s'en occupent, c'est que c'est vraiment d'autres jeunes qui sont du cru, du terrain, du parisien pour ceux qui habitent à Paris ou d'autres villes, qui vont renseigner les autres jeunes qui viennent d'ailleurs sur tout ce qu'ils peuvent trouver dans la ville où les jeunes arrivent. Voilà. Alors, on a là, plus que dans les autres initiatives, une assez forte implication d'un certain nombre de mouvements de jeunesse. Notamment, on a le Conseil français des mouvements de jeunesse, qui est une coordination des mouvements d'obédience catholique, protestante, qui est assez présente sur cette opération-là. On trouve par exemple les Guides de France, la GEC, la Jeunesse étudiante chrétienne, le MRJC, on trouve les Scouts de France, on trouve l'OCAGE, vous savez, c'est un mouvement de scoutisme catholique, etc. Alors, les années d'après, 64-65, on va chercher à régionaliser les émissions. Et les points H vont essayer de trouver des soutiens plus locaux. Et ces points H, au fur et à mesure, vont se vouloir plus permanents et vont faire au fur et à mesure l'objet d'une étude spéciale. Et il y aura ainsi une évaluation par questionnaire en 63-64 et en 65-66. Pour terminer, je vous lis encore un tract qui dit ceci. Pour être point H, il faut un minimum. Soyez trouvables. Sachez accueillir. Et surtout, répondez aux lettres. Voilà, 3 injonctions qui paraissent essentielles.
Voilà. Les points H, dans ces années, entre 63 et 66, ont touché jusqu'à 300 000 garçons et filles. Alors, au fur et à mesure, on voit qu'on se prépare mieux. On trouve des petites rubriques qui disent comment préparer votre point H, comment l'animer. Quand un point H rencontre un autre point H, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Voilà. Donc, c'est une initiative qui n'a duré que quelques années, mais à mon avis, on a là à trouver, là aussi, peut-être des héritages dont, peut-être inconsciemment, vous êtes les porteurs. Troisième événement, j'arrive vers la fin, le BIGE, le Bureau Information Jeunesse. Alors, ce bureau est situé dans les beaux quartiers, 7 rue Balzac. Le but du BIGE, je cite, « Faciliter l'accueil des jeunes Français et étrangers de passage à Paris, qu'ils soient en groupe ou qu'ils viennent individuellement. On leur donnera des renseignements sur l'hébergement, les transports, les spectacles, les visites et les formalités à remplir. » Alors, au BIGE, on fait un comité technique qui va regrouper d'autres associations qui sont ciblées sur l'accueil des jeunes, qui existent déjà. Pour ceux qui connaissent le CCAEI, le Centre d'accueil des jeunes en France, le CRIGEF aussi, qui était un groupe, une coordination d'accueil. On va dire que le comité technique fonctionne en cogestion, mot très important sous Herzog, c'est-à-dire une cogestion libre et démocratique subventionnée par les services de la jeunesse et sport. Voilà. Alors, il n'y a pas de fax à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur à l'époque. On est en 63. Alors, on parle des téléx. Je ne sais pas si vous savez, mais les téléx, ça a existé. C'est une antiquité, mais ça a existé. Et les téléx permettaient de communiquer rapidement. Il y en avait dans 4 villes, Lyon, Grenoble, Marseille, Strasbourg. Le BIGE était en liaison donc avec Jeunesse et Sport dont il était issu, mais aussi avec le ministère du Travail et l'Office de placement pour les jeunes qui voulaient trouver du travail. Quelques chiffres, en 63, 10 000 journées hébergement qui ont été négociées par le BIGE, 2100 jeunes ont été touchés de 43 nations. Et il y avait 1000 demandes par semaine sur Paris et la région parisienne. Assez vite, donc, il est paru nécessaire de rendre plus permanent ce bureau, et on a fait, à côté du BIGE, un bureau de renseignement de la jeunesse, qui était aussi 7 rue Balzac, et qui est devenu Accueil en France, qui existe toujours, mais qui peut-être ne sait pas que ses origines sont là. Voilà. Alors, c'est quand même à propos du BIGE que j'ai commencé à voir apparaître le mot « réseau », et seulement là. Et là, on est déjà en 66. Donc, vous voyez, la pensée a évolué. On dit qu'il faudrait créer des BIGE un peu partout, car c'est très très bien les BIGE, donc dans plusieurs villes de province. Et ce serait la vocation de l'État d'organiser comme ça des services accueil qui seraient, on ne dit pas encore le mot territorialisé, mais qui seraient situés un peu partout. Voilà. Et bon, voilà ce qu'il en est. Je ne vais pas plus loin parce que je fais attention à mon temps. Mais je voulais, vous mettre sur ces 3 voies-là pour que vous puissiez comprendre qu'on a là des événements, je les ai appelés comme ça, des épisodes qui ne durent pas très longtemps, mais qui installent déjà une pensée qui va alimenter cette réflexion IJ pour laquelle nous sommes aujourd'hui. Je conclus. Vous avez constaté donc, quitte à ce que ça fasse un peu mal au CIDJ, que l'idée d'information jeunesse ne commence pas en 69 avec la création du CIDJ. Et non, ça commence quelques années avant. Pas de beaucoup, mais quand même, ça change un peu la vision de l'histoire, à mon avis. Car on est moins sur l'idée d'une institution centrale, ou en tout cas qui diffuse ses missions, que déjà dans une idée d'une histoire un peu diffuse, déjà, on le sent, elle est déjà diffuse, mais qui peut-être constitue cette fameuse identité IJ. Alors, bien sûr, il sera intéressant, ça a été fait, je sais, dans une histoire du CIDJ que je connais, mais de rallier, vous voyez, ces 2 visions, et de voir, quand le CIDJ arrive sur la scène, quelle place il va prendre. Est-ce qu'il va prendre en compte les quelques événements que je viens de décrire, ou pas? Et comment il va coordonner ses missions, en termes là de réseau, car je pense que le mot réseau le représente beaucoup. Je peux vous dire aussi que ces quelques années, 61-69, jusqu'à la création du CIDJ, je les perçois comme un peu chaotiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une progression linéaire. Il y a des thèmes qui viennent, qui redisparaissent, qui reviennent. On sent qu'on tâtonne, mais on tâtonne d'une manière inventive. C'est plutôt donc une progression par à-coup. Il y a des pauses, il y a des choses qui disparaissent, puis qui reviennent, on n'en a plus la mémoire, donc on a l'impression de les réinventer. Ça arrive souvent, ça. Et puis il y a des relances, car il y a des gens qui ont la tête dure et qui disent « on avait parlé ça il y a 2 ans, je relance le dossier ».
Il a fallu beaucoup relancer pour certains dossiers. Enfin, et c'est le dernier message que je voudrais vous laisser pour cette première partie, je pense que, et là je voudrais vous exhorter, qu'il est bientôt temps pour vous de sortir de l'ombre et de la clandestinité. Je pense qu'il faudrait accepter l'idée que vous êtes issus d'une mémoire collective, que cette mémoire, on peut la travailler dans les archives, bien sûr, mais aussi auprès de témoignages. On est certains à avoir commencé à faire ça. Et du coup, cela pourrait nous donner les moyens d'une manière collective, car je crois que c'est comme ça que l'histoire, c'est une action d'éducation populaire, qu'on pourrait travailler ensemble cette histoire. Je pense qu'il est temps de le faire. Pour les raisons aussi, monsieur, que vous exposiez au début de l'exposé, c'est-à-dire, nous sommes dans une période d'intense bouleversement, et savoir d'où l'on vient, c'est pas plus mal, il me semble. 2 témoignages encore pour ma part. Ce que je vous ai dit là, je l'ai travaillé à partir de ce qu'on appelle dans mon jargon d'historienne un dépouillement d'archives, car il y a des cartons qui parlent de l'IJ et qui sont rangés et consultables aux archives de Fontainebleau. Vous savez, c'est là où il y a les archives contemporaines. Si vous voulez des renseignements, vous avez l'archiviste de Jeunesse et Sport, qui est un monsieur très, très agréable et très, très compétent, qui s'appelle Émile Pic. Si vous vouliez les consulter, vous vous adressez à Émile Pic, au service des archives, et il vous montrera le chemin. En tout cas, on a là un certain nombre de cartons qui donnent l'histoire par archive de votre réseau, ou de vos réseaux. Deuxième annonce, c'est qu'avec le quadrige 94 qui est ici présent, nous avons commencé, il y a 2 ans, 3 ans, un premier travail d'exploration qu'on voudrait transformer en travail de recherche sur le réseau IJ en Île-de-France. Alors, je voudrais dire qu'on a travaillé d'une manière très collective, et c'est ça qui fait la richesse de notre expérience. Nous avons envie, enfin en tout cas, je vais parler pour moi, eux diront. Moi, en tout cas, j'aurais très envie de la continuer, car je crois qu'on a commencé là à monter vraiment des hypothèses. Et on s'est rendu compte qu'il fallait poursuivre, capitaliser, rendre plus visible l'IJ. Mais bien sûr, ça voudrait dire que ce groupe et d'autres groupes qui pourraient se créer, parce qu'il y a place pour tout le monde, puissent se parler à d'autres, rendre compte de ces travaux. Alors bien sûr, le temps aujourd'hui est court, mais nous espérons que peut-être on pourra prendre des initiatives qui nous donneraient une manière de transmettre cette histoire que nous essayons de comprendre. Je voulais vous dire aussi qu'à travers ce groupe, nous avons rencontré plusieurs témoins, dont certains sont dans la salle, qui nous ont fait partager leurs analyses, leurs émotions. Et nous avons été, moi-même, je parle en mon nom, j'ai été très touchée de ces témoignages, car j'ai pris conscience, je pouvais m'en douter, mais que cette information jeunesse n'est pas qu'une histoire de service ou d'usager, c'est beaucoup plus que ça. C'est une conviction, je dirais même, je pense, c'est un militantisme. Et j'insiste sur ce mot. Et j'ai rencontré de ces gens militants qui, toute leur vie professionnelle, ont défendu l'IJ et continuent à le faire. Alors, si on faisait cette histoire, vous voyez, je prêche un peu pour ma paroisse, eh bien, je pense qu'on aurait une meilleure perception collective de ce que c'est que cet ovni qui est l'IJ, parce que je pense que c'est parfois un peu un ovni, en tout cas pour les gens qui ne sont pas du cru, et que, ma foi, ça nous aiderait aussi à nous rendre plus compréhensibles à l'extérieur. Dernière idée, je pense sans complexe que l'IJ, ces réseaux, font partie véritablement des politiques jeunesse et que c'est absolument sûr et que l'IJ n'est pas à part, n'est pas en plus, n'est pas à côté, l'IJ est dedans. Je l'affirme parce que j'ai toujours l'impression que l'IJ se sent un petit peu à côté. Non. Je pense que s'adresser aux jeunes seuls, contrairement à ce qui a pu courir après ce que j'appelle le traumatisme de Vichy, tout ça est fini. Je veux dire, tout ça est fini. Il faudrait peut-être que les milieux jeunesse et sport, je ne peux plus dire ministère, parce qu'il n'existe plus vraiment, les milieux jeunesse et sport doivent sortir de cet enfermement et de méfiance, de leur méfiance vis-à-vis des actions directes auprès des jeunes. Ce n'est pas une faute originelle de s'adresser aux jeunes seuls, c'est ce que vous faites toute la journée, et vous avez bien raison de le faire. Donc, je crois qu'il est temps de concevoir des politiques adaptées, vous le disiez monsieur, souples, pragmatiques, qui me semblent, dans les temps qui courent aujourd'hui, absolument indispensables. Si vous en aviez douté, je voudrais, pour conclure cette introduction, vous rassurer. Votre travail, me semble-t-il,
s'apparente absolument aux pratiques d'éducation populaire. Vous faites de l'éducation populaire toute la journée, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais moi, ce que je vois de ce que vous faites, c'est ça, je pense, que vous faites. Vous êtes dans des pratiques de terrain, conscientisées, vous placez le jeune dit isolé, vous captez ce jeune, vous le placez dans une dimension citoyenne et participative, c'est ce que vous faites toute la journée, je pense, et cette dimension citoyenne me semble de plus en plus indispensable dans les nouveaux contextes contemporains. Donc je dirais qu'à ce titre, vous faites partie, sans complexe, de la grande famille GEP, Jeunesse Éducation Populaire, et j'espère que les personnes qui se disent représenter cette GEP en ont bien conscience. En tout cas, moi je défends très fortement cette idée. Je vous remercie. Merci Françoise. En attendant, Françoise Tétard. Bon, eh bien écoutez, je vous ai dit bonjour ce matin, je vais bientôt vous dire bonsoir. Donc je vous trouve très courageux de résister à cette journée passionnante, mais chaude. On est d'accord, c'était chaud. Alors écoutez, d'abord, mon rôle par rapport à ce matin est différent. Mais je suis la même personne, je ne peux pas trop me changer. Donc je ne vais pas exercer cet après-midi mon job d'historienne, ou en tout cas pas trop. Je vais plutôt me situer comme une auditrice que j'ai été comme vous toute la journée. Dans le programme, on a mis grand témoin. Alors je n'étais pas trop d'accord parce que je trouvais que ça me vieillissait un peu, je n'avais pas besoin de ça. Grand témoin, c'est bon. Mais enfin, voilà, on m'a dit que c'était bien, grand témoin. Alors, quelques précautions d'usage. Faire une conclusion, c'est toujours une rude tâche. Et peut-être qu'on n'a pas forcément un consensus quand on a terminé. Je prends le risque. Faire une conclusion, si on ne veut pas être trop loin du sujet, c'est le connaître déjà un petit peu. Alors, moi, mes compétences par rapport à l'IJ sont quand même assez minimales. Je considère que j'ai quand même été un peu initiée parce que j'ai été dans vos groupes de travail, dans des formations, dans des groupes de recherche depuis quelques années avec vous. Néanmoins, je me sens à peine encore dans le coup. Je ne suis pas dans le coup. Parce que pour être dans le coup dans l'IJ, il faut un certain nombre d'années que je n'ai pas. D'années de perception, de perception du réseau. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre et je risque, peut-être dans mes remarques, de vous paraître un peu naïve ou au contraire un peu provocatrice. Je vais essayer de me situer entre les deux. Alors, ce que j'ai observé, des choses toutes simples, quand la salle était pleine, elle l'est beaucoup moins aujourd'hui, maintenant, mais elle l'a été, je ne sais pas, ceux qui ont organisé, 250, 300 personnes à peu près, est-ce que c'est ça 350, ah oui, voilà. Donc quand même, une journée bien remplie en termes de participants. Des hommes, des femmes, il me semble plus de femmes que d'hommes. Est-ce que ma remarque est juste comme ça, à vue de nez ? Je vais essayer de regarder un peu, c'est pas inintéressant, savoir s'il y a une féminisation de la profession. Et en termes d'âge, je pense qu'il y a beaucoup d'âges représentés, ça je dois dire c'est assez rare. Et je remarque que pour s'occuper des jeunes, on a parmi nous beaucoup de jeunes professionnels, mais on a aussi des gens moins jeunes, et ça se mélange, je trouve, assez agréablement. Vous avez été un public sérieux, trop sérieux peut-être, sage, un public sage, si. Un public attentif, un public très à l'écoute. Donc ça a été, en tout cas je parle pour moi-même, mais agréable pour les intervenants. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Peut-être qu'il a manqué un peu d'humour parfois, mais peut-être qu'il y est quelque chose de très sérieux finalement. Bon. J'ai été surprise de constater que tout le monde ne se connaissait pas. Innocemment, je me disais, 350 personnes, région Île-de-France, ils sont tous déjà au moins vus quelques fois. Eh bien, il me semble que non. Par contre, j'ai remarqué aussi que vous avez une propension, et ça doit être dû à votre métier, à facilement discuter les uns avec les autres, à créer du débat. Au moment du repas, tout le monde s'est rapproché, a discuté, est allé de l'un à l'autre, et aussi dans les stands. Donc je trouve que cette capacité à échanger me semble être une force collective, dont je suis sûre que vous avez conscience, mais que je vous envie, voilà. Alors, ce matin,
j'ai essayé de faire passer auprès de vous ce que je pourrais nommer un désir d'histoire, dans l'idée de dire, bon, l'histoire n'est pas faite, essayons de nous lancer dans cette opération. Mais ce soir, j'ai envie de dire oui, faire l'histoire, mais quand même à une condition. Et d'ailleurs, je m'autocritique dans ce que je vais dire. Cette histoire, elle ne doit pas être trop lisse, elle ne doit pas être sans aspérité. Et je sais qu'aujourd'hui n'était pas une journée sur l'histoire, mais ce que j'ai entendu aujourd'hui me laisserait à penser qu'on est beaucoup dans, je ne vais pas parler de consensus, mais enfin, les conflits ne sont pas ouverts. En tout cas, ils ne l'ont pas été du tout aujourd'hui. Ils ne s'expriment pas. On se tient bien. Bon, alors ça, c'est peut-être intéressant entre vous, mais si on se lançait dans une aventure d'histoire, je pense qu'il faudrait être attentif à ces conflits, mais ne pas les mettre de côté, aller complètement dedans, car quand on est dans l'histoire d'un conflit, souvent, c'est comme ça qu'on comprend mieux les choses. Et quand c'est un conflit qui est au passé, je pense qu'on peut s'autoriser à en parler. Parce que derrière le conflit, il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de personnes, des enjeux de concurrence. Et mettre en regard ces concurrences peuvent nous aider à comprendre que l'IJ n'est pas un monde homogène, un monde où tout forcément se passerait bien. Voilà. Et ça passerait aussi par une deuxième chose, et ça va être mon deuxième argument, c'est que l'histoire, en principe, moi c'est celle-là que je fais, en tout cas chez moi, c'est-à-dire dans mon labo au CNRS, ça s'appelle l'histoire sociale. L'histoire sociale, c'est une certaine façon de faire l'histoire. Tous les historiens ne pratiquent pas cette histoire. Et l'idée qu'on a, c'est de dire que l'histoire, ça ne part pas d'en haut. C'est pas un gouvernement, des ministres, un président de la République. Une histoire, c'est des hommes et des femmes qui agissent sur le terrain. Et le rôle de l'historien, quand il fait de l'histoire sociale, c'est de comprendre ce que font ces hommes et ces femmes, qui peuvent aussi faire des collectifs, des équipes, des groupes de réflexion, des groupes d'action, et comme ça, se situer à différents échelons. Eh bien, il me semble que ce qui m'a beaucoup étonnée aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aucun nom n'a été cité. Alors, je m'explique. On a présenté tout juste, enfin moi j'ai la chance, j'étais bien présentée, mais d'autres personnes un petit peu plus discrètement qui ont parlé à la tribune. Il n'y avait pas les petits présentoirs qu'on fait chic là d'habitude, là. Vous avez choisi de ne pas en faire, je pense que c'est un choix. Et à aucun moment dans les discours des uns et des autres, dans les interventions, vous n'avez cité en particulier un homme à tel endroit, une femme à tel endroit, un acteur là, un jeune. J'ai compris l'anonymat, un jeune. Bon. Donc du coup, on a une bizarre impression, et c'est peut-être ça qui fait que l'IJ est difficile à comprendre et à défendre parfois, c'est qu'on ne sait pas qui sont ces hommes et ces femmes qui agissent fortement, qui militent, je l'ai dit ce matin, dans l'IJ. Qui ils sont, quels sont leurs parcours, quelle est leur personnalité. Et pour en avoir rencontré quelques-uns, je sais que ces personnes ont une forte personnalité. Ces hommes et ces femmes, ça ne fait pas une masse indistincte. Alors, j'ai compris qu'il y a un terme très fort que vous avez dit à plusieurs reprises, c'est l'anonymat. Bon. Alors, l'anonymat, on m'a dit, toujours respecté, c'est vrai que je l'avais entendu aussi dans les entretiens, non discutable, l'anonymat du jeune. Bon. À mon avis, c'est discutable, hein, mais visiblement, on ne le discute pas. Hein, je comprends que ça fait de l'éthique parmi vous, mais ça vaudrait peut-être le coup, quelquefois, de le mettre sur la table. Alors, on dit le jeune. Un jeune à l'horizon, un jeune, bon. Bon, respectons ce principe de travail, je comprends que c'est non négociable. D'ailleurs, petite remarque, l'anonymat, moi qui ai travaillé, j'en parlais un peu ce matin, sur la prévention spécialisée, est aussi une des valeurs très fortes de la prévention spécialisée. Je dirais que ça fait partie du dogme des éducateurs de rue, des éducateurs de prévention. Et ce, depuis 1957, dans la prévention spécialisée. Bon, anonymat du jeune, ok, passe, je dirais, ça vous regarde. Mais pour autant, pas anonymat des réseaux que vous incarnez. Ces réseaux, ils sont humains, c'est de la chair humaine. Donc on ne peut pas continuer à parler comme ça de structure. Il y a quelque chose qui ne va pas là, je pense. Donc mon souhait serait qu'on se sorte de... J'ai été frappée que dans beaucoup des choses, pas tout le temps, mais à certains moments de la journée, on a l'impression qu'on résume l'IJ avec des listes infinies de structures, d'actions, de rapports d'activité, qui donnent une impression très féconde,
d'initiative, mais on ne sent pas l'humain là-dedans. Et pourtant, je sais que l'humain, il est là, c'est vous l'incarnez. Troisième remarque encore, il ne faudrait peut-être pas tomber dans le piège de la neutralité. Et j'oserais dire le mot, se laisser tenter par le neutralisme. Y a-t-il, permettez-moi au moins une fois de poser cette question, y a-t-il une IJ de droite, y a-t-il une IJ de gauche? Oh, je ne sais pas si j'ai le droit de... Je n'en dirai pas plus. Encore que je ne suis pas tout à fait persuadée qu'il y ait de grosses différences entre une IJ de droite et de gauche. Mais encore quand même, au moins, faut-il se poser la question. Alors j'ai compris, je l'ai bien entendu, que dans vos évolutions, on va vers plus de municipalisation. Et il y a des municipalités de droite et de gauche, et d'ailleurs. Donc quels sont les effets politiques de cette municipalisation? Aucun moment nous n'avons prononcé aujourd'hui, je crois, le mot politique. Ah si, politique de la jeunesse, ça va. Mais politique tout court, non. Pourtant, pourquoi, quand vous êtes entre vous, ne pas en discuter? Vous avez aussi parlé des échelons, des tutelles, conseil régional, conseil général, ministère. Là aussi, il y a des colorations. Donc, pourquoi ne pas tenter de recolorer l'IJ? Voilà une proposition que je fais. Je ne suis pas sûre qu'elle vous plaise. J'avais annoncé que je serais un peu provocatrice. Mais moi, ça me plairait beaucoup. Voilà. Alors, du coup... mais il n'y a pas que moi qui est dans le coup. Bon. Du coup... ça vous met dans une habitude presque inconsciente, ou consciente, mais que vous acceptez, de vocabulaire technocratique, qui au bout d'un moment est un peu lourd. Partenariat, on en use et on abuse. Oh, il n'y a pas que chez vous, mais partenariat, municipalisation, capitalisation, mutualisation, dispositif, cœur de cible, tout à l'heure. Bon. Et puis alors, il y a un mot, mais là, c'est parce que j'ai rien compris, benchmark. Je ne sais pas ce que c'est, ça, moi. Ah, vous non plus. Ça me rassure. Je ne suis pas toute seule à être ignorante, ça fait toujours plaisir, mais vous m'expliquerez au pot, là. Bon. Bon, mais ça, c'est peut-être pas de la technicisation, d'ailleurs. C'est peut-être un mot technique d'ordinateur, enfin, je ne sais pas, moi, de PowerPoint, je n'ai pas compris. Maintenant, encore une petite réflexion, j'ai encore 2 ou 3 réflexions, je ne serai pas longue. On a parlé de métier, et je pense que ça pourrait être aussi vraiment à venir dans vos réflexions. Le métier. Alors déjà, j'ai toujours la question, un métier ou plusieurs métiers? Quelqu'un tout à l'heure a dit, je suis polyvalente. Donc ce serait un métier avec plusieurs compétences. Ça, c'est pas moi d'en discuter, c'est à vous d'en discuter. Mais c'est vrai que vous êtes maintenant désormais un certain nombre à vous sentir de l'IJ, et vous êtes au cœur, je pense, effectivement, de définir peut-être un peu plus précisément quel est ce métier que vous partagez. Alors un métier, c'est à quoi? Un métier, il y a des références, il y a des héritages, acceptés ou pas acceptés d'ailleurs. Il y a des pionniers. Ah ben il faut chercher vos pionniers. Mais vous en avez, il faut pas les chercher très loin, ils sont là. Des méthodes. Des méthodes qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde d'ailleurs, mais qu'on apprend. Des outils, le mot a été dit, des outils. Alors ça fait un peu éducation populaire, mais c'est un mot assez intéressant, le mot outil. Alors, j'ai été très intéressée ce matin, je dirais d'ailleurs c'est ce qui m'a le plus bouleversée, au Forum des astuces, que j'ai bien écouté. Quelqu'un a dit, quand les jeunes franchissent la porte, bon déjà il faut essayer qu'ils la franchissent cette porte, c'est pas toujours simple, quelquefois on leur donne des petites choses à grignoter, c'est plus facile, là je mélange 2 interventions. Et leur premier geste, c'est de demander à parler à un conseiller. C'est bien ce qui a été dit. Et parce que c'est le mot qu'ils ont dans la tête quand ils arrivent. Et là, on leur dit, non, on n'est pas des conseillers, on est des informateurs. Et là, la personne qui donnait son astuce a dit, eh bien, vous savez, informateur, ça ne parle pas beaucoup aux jeunes. Alors, informateur jeunesse, encore moins. Donc, on va se mettre des petits badges et on va mettre conseiller. Oui, c'est effectivement une astuce pour donner son identité. Peut-être ça pourrait vous faire réfléchir sur l'usage de ce terme informateur. Tant qu'il est entre vous, je dirais, ça vous regarde là aussi. Mais est-ce que ce métier est bien compris quand on en parle à l'extérieur? Vous ne trouvez pas qu'informateur, ça fait un peu roman policier, agent secret? Enfin, sûrement, vous vous êtes dit ça déjà. Bon. Alors, maintenant, qui dit métier? Et je sens bien que ce métier démarre d'une certaine façon, démarre dans son unicité. Donc, qui dit métier
va dire gagner de la reconnaissance, se reconnaître dans ce métier. Donc ça veut dire des formations, je sais qu'elles sont en route. Sûrement aussi des questions de salaire, de syndicats, de statut, de conventions collectives. Je ne connais pas la question, je suis là absolument naïve, mais je pense qu'un métier se définit aussi de cette manière. De diplômes, et je n'ai pas entendu parler de diplôme pour l'instant, donc peut-être c'est en route, là aussi. Ne vous inquiétez pas, là ce n'est que mon ignorance. Dernière petite remarque, dans vos compétences de métier, j'ai compris qu'il y a la com. Eh bien moi je vous propose d'être un peu meilleur en com pour mieux présenter votre métier à l'extérieur. Ça permettrait peut-être de positiver, de solidifier ce métier nouveau d'informateur, si vous gardez ce terme, mais si c'est le vôtre, il faut le garder, mais au moins savoir en parler et faire des efforts de com là-dessus, ce serait pas mal. Et puis, autre question, où dans ce métier, allez, j'ai posé la question tout à l'heure déjà, mais je la repose, où prenez-vous vos modèles de référence? Et question, avez-vous même des modèles? Je pense que oui. Alors j'ai entendu dans la journée, sur les stands, des personnes qui disaient « Oh, ben, que voilà une bonne idée, oh ben cette idée, je la prends et je vais l'appliquer chez moi ». Alors déjà, c'est formidable parce que vous êtes dans un métier, et ça, je crois vraiment sincèrement le constater, où il n'y a pas beaucoup de jalousie. Celui qui a une bonne idée, il la met sur la table et on peut se servir. Ça, c'est formidable. Ça, c'est l'idée, et je le dis vraiment, alors là, sans aucune ironie, c'est vraiment quelque chose qui se partage. Et je l'ai fortement ressenti aujourd'hui, et j'ai été très émue de ça. Maintenant, est-ce que, ça c'est une autre question, est-ce que la géographie fait l'unité du métier? Je veux dire par là, est-ce que la façon d'être informateur en Île-de-France est la même que la façon d'être informateur en Midi-Pyrénées ou en PACA, etc. Je ne sais pas répondre à cette question. Mais j'aimerais bien introduire ces différences géographiques, pour voir si... je sais déjà que l'histoire des réseaux par région est assez différente l'une de l'autre. Et la question qui va avec ça, c'est est-ce que les gens d'Île-de-France se reconnaissent forcément dans tout ce qui se fait en Île-de-France? Moi, je dis d'emblée non. Ce serait trop beau et à la limite, ce ne serait pas intéressant. C'est-à-dire que dans l'Île-de-France, il y en a qui ont des proximités de pensée avec certains de leurs collègues. C'est d'ailleurs pas forcément dans une proximité géographique. Et puis, il y a des inimitiés, je crois savoir qu'il y en a quelques-unes. Donc, on a des amis, on a des ennemis, et on préfère aller prendre ces modèles chez ses amis, en principe, avec des gens qu'on respecte, avec qui on se sent bien. Voilà. Alors, que se passerait-il si on faisait la même journée? Je pense que ça se fait dans d'autres régions. Aurions-nous le même retour? Voilà. Il y a Laurence Allard qui a dit, quand elle parlait des portables et de toute cette culture du jeune, au niveau de Internet, etc., elle a évoqué une idée qui m'a paru intéressante de dispositif agrégatif. Là, je crois aussi que il me semble que ça vous représente bien. Ça fait partie des méthodes. On est plus dans l'agrégation que quand même dans un peu de concurrence parfois, mais c'est quand même l'idée d'agrégation qui domine. Voilà. Alors l'idée de prendre les bonnes idées là où elles sont, je trouve ça finalement extrêmement mobilisateur et positif. J'ai encore 2 points à traiter, et un point important qui est désormais le réseau. On revoilà avec le réseau, qui, alors là, est un mot qui a été énormément prononcé aujourd'hui. Alors je suis toujours très hésitante, est-ce qu'on met réseau au singulier ou au pluriel? Évidemment, si j'écoute aujourd'hui, je dis forcément au singulier. Mais comme je fais le pari qu'on ne s'est pas tout dit, j'aurais une tendance à mettre le pluriel. Maintenant, je voudrais essayer de dire un peu ce que j'ai compris. Ce réseau, est-ce qu'il est plutôt dans un modèle toile d'araignée, sur un espace comme ça, un peu déséquilibré, mais il y a quand même toujours des fils qui relient, ou est-ce qu'on est plutôt dans un modèle pyramidal? Est-ce que la pyramide, elle est comme ça, une pyramide, ou est-ce qu'on est dans un modèle comme ça? Pourquoi pas? Est-ce que c'est ascendant ou descendant? Est-ce que c'est les deux? C'est l'idéal, bien sûr. Ça s'appelle le centralisme démocratique, mais c'est autre chose. Bon, autre idée encore. J'ai entendu à un moment... justement un des comptes rendus d'expérience où on disait on est dans un quartier où on n'est pas bien placé, les jeunes ne viennent pas beaucoup. Alors je me suis dit, c'est vrai que souvent, dans ce que j'ai compris de vos structures, vous êtes derrière une table, un comptoir, et on le voyait dans toutes les images, et vous attendez que le jeune franchisse le seuil. Bon.
Évidemment, s'il ne le franchit pas, c'est embêtant. Et ce que disait ce monsieur tout à l'heure, c'est que comme les jeunes ne venaient pas jusqu'à eux, ils ont décidé d'aller vers les jeunes. Et je pense que c'est une chose que vous faites. J'ai entendu parler là de bus, d'aller dans des quartiers, etc. Néanmoins, reconnaissons, puisque je suis toujours sur l'idée un peu de comparer avec la prévention spécialisée, qui est quand même un secteur complètement différent, vous n'êtes pas des arpenteurs de rue comme seraient des éducateurs de prévention. Mais vous allez quand même, c'est une de vos fonctions, d'aller à la rencontre du jeune, tout de même. Donc là, bon, je ne fais qu'esquisser, mais vous voyez, il y aurait une belle discussion à avoir. Maintenant, je vais dire 3 choses qui me semblent unir ce réseau et qui pourraient donc peut-être prêcher pour réseau au singulier. Déjà, la chaîne des labels. Alors là, on fait comme une évidence, ces labels. Quand j'avais commencé un peu à travailler avec l'équipe, là, on avait travaillé ensemble, Cadriche 94, j'ai tout de suite compris que ces labels, c'était hyper compliqué. C'est-à-dire comment on a le label, ce n'est pas les mêmes critères selon les périodes, selon la structure, ce n'est pas forcément la même chose. Le label, voilà une bonne question. La charte, j'ai appris ça d'ailleurs un peu a posteriori, j'ai compris que vous étiez liés par une charte que j'ai lue, qui me semble une charte très éthique, c'est des principes éthiques, c'est sur le registre des principes. Est-ce que cette charte fait suffisamment d'unité ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que les valeurs qui sont prônées dans cette charte suffisent à homogénéiser l'IJ? Voilà une question. Deuxième chose qui définit le réseau, je l'ai dit un peu tout à l'heure, les tutelles. Mais alors là, je me place dans la pratique quotidienne. Un informateur jeunesse, où est-ce qu'il prend ses ordres? Est-ce qu'il en prend des ordres à quelque part? Alors là, je ne connais pas bien. Est-ce que ce serait le chef de service? Est-ce qu'il a le chef de service? Est-ce que c'est la municipalité qui s'en mêle peut-être un petit peu trop parfois? Est-ce que c'est le financeur, qui a, parce qu'il est financeur, forcément des droits et des critères et qui contrôle? Est-ce qu'il fait un amalgame, peut-être pas un amalgame, mais est-ce qu'il a l'habileté de répondre différemment à ces différentes injonctions? Finalement, il n'a pas l'air trop malheureux. Je ne vous ai pas senti trop malheureux. Mais peut-être, vous savez, parce que vous êtes très malin, et bravo, bravo. Mais il faut les gérer, ces différentes tutelles. Enfin, dernière chose qui pourrait caractériser le réseau, c'est l'idée du public. Alors là, on a plusieurs façons de l'appeler. J'ai entendu le terme public, le terme usager, et plus récemment, là, cet après-midi, le terme client. C'est vrai qu'il n'avait pas été beaucoup prononcé dans d'autres secteurs, y compris dans le secteur social, il est prononcé. Alors là, j'ai un problème. Parce que vous êtes dans les politiques jeunesse, j'ai essayé de le démontrer ce matin. Vous occupez principalement de jeunes. Mais, et ce n'est pas la première fois que je l'entends, je comprends que vous occupez aussi d'autres, c'est-à-dire des seniors, c'est-à-dire des familles. Alors, on a 2 solutions. Soit vous osez dire que vous ne vous occupez pas que de jeunes, soit vous dites que les seniors, les familles, c'est des jeunes. Ça se fait dans d'autres milieux. Prenez les CAT, ils appellent toujours les jeunes des handicapés mentaux qui ont 70 ans. Donc, ça peut marcher. Mais enfin, bon, voilà. Le public, donc je comprends peut-être que c'est assez récent et qu'il s'est élargi à d'autres catégories d'âge. Je voudrais aussi poser la question des tranches d'âge. Ça a été quelquefois évoqué. Je pense que ces tranches d'âge, ça donne des barrières qui me paraissent un peu contraignantes parfois. Et par curiosité, pas aujourd'hui, peut-être une autre fois, j'aimerais beaucoup savoir comment vous négociez avec ces tranches d'âge. Enfin, dernière idée sur le public, vous n'avez pas beaucoup introduit les différences géographiques et sociales. Ça a été dit juste par l'intervenant du CEDJ à la fin, qui a parlé de pauvreté sociale. Personne quasiment ne l'a dit. Et on peut penser que les jeunes qui viennent dans telle ville ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui viennent dans telle autre ville. Mais on a l'impression que c'est toujours un jeune. Donc voilà, ça fait l'unité. Maintenant, 3 questions et je conclus. Il y a un mystère, pour moi, c'est vos coordinations. Alors là, je suis curieuse. Parce que j'ai compris qu'il y avait l'ADIGE, c'est comme ça qu'on dit? Ça, c'est au niveau départemental. Il y a CIJ, alors ça, je n'ai pas bien compris ce que c'était, CIJ. C'est une coordination? Oui. Et puis alors, il y a plus récemment l'UNIGE. Je sens que c'est à l'UNIGE que c'est le plus intéressant. Mais alors, là, il y a la culture du secret, c'est quasiment un mystère. Qui est à l'UNIGE? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se dit à l'UNIGE? Qui y va? Au nom de qui? Comment c'est retransmis après? N'y aurait-il pas quelques relations de pouvoir? Ou bon.
Une idée aussi que j'ai perçue à la fin. Vous avez parlé des missions locales. J'ai même entendu parler de processus AIO. Je dis attention, car dans votre histoire, si je la reprends depuis 1961, à plusieurs reprises, vous vous êtes rapproché d'autres structures. Pour autant, vous avez été respectueux, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans l'IJ, vous ne les avez pas avalés. Je crois que dans d'autres institutions, il y aurait une tendance à les avaler ou s'avaler mutuellement. Ça n'a pas été le cas. Néanmoins, dans certaines fusions, chacun est resté de son côté. Alors je dis là, il y a une dimension qui doit vous interroger, qui est là de type plus historique, parce que, par exemple, ce matin, en ouverture, le monsieur a dit il va y avoir désormais une liaison, qui ne sera pas une fusion, entre l'ONICEP, le Centre Info et le CIDJ. Bon, je connais un tout petit peu le Centre Info, je connais un peu l'ONICEP par l'histoire, je vois à peu près ce qu'est le CIDJ. Ah, dis non, ça ne va pas être simple. Alors, on a fait comme si là, tout était lisse encore, mais je vous souhaite bon courage. Parce que là, il y a des histoires différentes, des cultures institutionnelles différentes, et chacun a ses concepts, ses critères. Et c'est là-dessus aussi que je voulais faire une réflexion un peu plus générale. Attention à des transferts trop rapides de concepts qui ne sont pas les vôtres. Attention à l'import-export de concepts. Je vais donner un exemple, le mot accompagnement. Dans le travail social, où je suis souvent dans les formations de travailleurs sociaux, on n'en peut plus du mot accompagnement. Ah, c'est devenu à la mode, comme c'est pas possible, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est une façon de ne pas dire un certain nombre de choses, mais je pense que quand vous utilisez accompagnement, ça a un tout autre sens. Simplement, si un travailleur social l'entend, il va l'entendre à la manière dont il est défini dans son propre milieu professionnel. Donc, vous me direz, éducation populaire, ça pourrait presque être la même chose, car on n'en a pas toujours les uns et les autres la même définition. Donc, vous voyez, attention aux définitions, attention à penser que l'autre comprend tout de suite, et peut-être quelquefois, il y a de la confusion, il y a du malentendu. Voilà. Et puis, je finirai sur une idée. Je pense que un des termes qui pourrait vous définir, qui je reconnais est un peu mode en ce moment chez les gens de Sciences Po, mais il me semble que ça vous conviendrait bien, c'est le terme de plasticité. Voilà, plasticité. Alors, plasticité, il y a une idée, vous comprenez bien, de souplesse, d'adaptation, de capacité de s'adapter, pas d'adaptation subie, d'adaptation choisie, je dirais de pragmatisme, du côté expérimental. Mais dans plasticité, il y a les deux, parce qu'imaginez un moule, même pas un moule, comme ça, une sculpture, quelque chose comme ça, il y a des trous, donc on verse un liquide chaud qui va dans les trous, qui va dans les interstices, qui s'introduit, mais après ça sèche, ça fait, et après c'est un bloc, donc ça solidifie. Alors dans plasticité, il y a les deux, quoi. Il y a l'idée qu'on peut choisir un peu les formes, mais qu'en même temps, ces formes, il faut bien faire attention, elles ne soient pas rigidifiées. Je ne crois pas d'ailleurs que vous êtes du tout dans ce risque-là. Eh bien, je terminerai en disant que je vous propose une stratégie, je me permets, puisque j'ai eu l'honneur de conclure cette journée. Soyez non pas seulement défensifs, mais soyez offensifs. Sachez dire les spécificités très belles, très fortes de votre mission et les compétences que vous avez et qui sont nécessaires pour exercer ces missions. Sachez le dire. Apprenez à parler de vous et surtout à l'extérieur du cercle de l'IJ. Voilà, je vous remercie.